Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on tourne sur X, se regarder encore énormément de séquences. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Et pour ceux qui sont sur téléphone et bien sûr qui sont gentils, merci de booster cette vidéo. Allez, on enchaîne avec la première news qui nous vient de Aquababe. Alors ce tweet, je vous l'ai montré avec l'influenceur donc PA7 qui a été arrêté pour trafic international de cannabis. Il y a du nouveau, donc il continue en disant PA7 aurait été interpellé lundi matin avec sa compagne. Julien, présenté comme un faussaire de montres arrêté en Thaïlande, serait aussi impliqué, tout comme Paulin qui l'hébergeait à Levallois. PA7 et Julien auraient été condamnés à une peine de prison à 2 chiffres. Déjà ça c'est étonnant parce que ça s'est passé il y a 3 jours, donc pour moi c'est pas vraiment probable qu'il soit condamné à une peine de 2 chiffres. Peut-être que le procureur a demandé une peine à 2 chiffres, tandis que Paulin et la compagne de PA7 auraient finalement été relâchés après la garde à vue. Voilà. Du coup, on passe sur le compte de Frontières qui parle du rappeur Jul qui aurait dit dans une musique: les racistes et les fachos, moi je leur pisse au cul, j'ai grandi avec toutes les couleurs de peau, je t'emmerde si je parle cru. Dans le titre Je te sens pas, issu de son dernier album, le rappeur Jul se positionne politiquement. Donc là, pour le journal Frontières, qui est clairement un journal d'extrême droite, dire que tu pisses au cul des racistes et des fachos, c'est se positionner politiquement. C'est un foutu CSC. Ça veut dire que Jul, qui serait à gauche, donc pisserait sur les personnes racistes et fachos qui seraient eux, alors à l'extrême droite. Donc, ils sont en train de dire tout simplement que à l'extrême droite, il y a des racistes et des fachos. Moi, je le comprends comme ça, les mecs. Moi, je le comprends comme ça. Du coup, on enchaîne avec Serfia. Et là, ça parle de Gabriel Attal. Donc, il a dit « Moi, j'aime la France et les Français ». Gabriel Attal officialise sa candidature à l'élection présidentielle de 2027. Qui va voter pour lui, les mecs? Qui va voter pour lui? Du coup, on enchaîne avec Esteban, et là, c'est avec Zemmour. Il a bégayé les mecs de zinzin. Je sais même pas si je vais pouvoir vous montrer la séquence. J'ai mis la séquence à 1.5, j'ai vraiment croppé, parce que c'est une vidéo de Ina, et Ina, ils sont relous. Eux sont vraiment relous de fou. Donc, regardez. Les hommes font tout ce qu'ils peuvent pour réaliser ce programme ambitieux. Devenir une femme comme les autres. Les valeurs dominantes dans la société qui sont adoptées par les hommes sont toutes des valeurs traditionnellement féminines. Vous savez bien, c'est la paix, pas la guerre, le consensus, pas l'autorité, la précaution, pas le risque, etc. Et on voit pour la politique, c'est très intéressant, les femmes arrivées dans une profession, au même moment, le pouvoir déserte la politique. Vous dites, l'homme est un prédateur sexuel, un conquérant. Mais c'est une incitation, ça, non? Non, pas du tout. Non, prédateur sexuel, c'est quand même des mots qui sont lourds, non, chargés. Mais tout à fait, vous avez tout à fait raison. Je continue à penser qu'il y a de la violence dans le rapport sexuel entre hommes et femmes. C'est une violence civilisée. En se levant, il me dit « Ah, mais vous allez me remercier autrement », et là, il me fourre sa langue dans ma bouche. Et là, c'est... Voilà, là, je vais mettre la vitesse normale. On va regarder sa réaction. Inattendu, dégoûtant, immonde. Diable, quel raccourci. Je ne sais pas qui est cette dame. C'est une des 8 femmes qui vous accusent d'agression ou de harcèlement. Il a bégayé fort. Il a bégayé fort. Waouh, waouh, waouh. Du coup, dans les commentaires, il dit que Le Pen ne gagnera jamais. Certes, et c'est tant mieux, mais avec tous les propos qu'il a tenus, les Français ne l'éliront jamais, lui non plus. Il est immonde dans tous les aspects. C'est pas faux. Et on enchaîne avec Tribune Populaire. Et là, ça parle de France TV. C'est marqué Flash Info. France Télévisions a dépensé 112 000 € d'hôtel au Majesty pour Delphine Ernotte et son équipe lors du Festival de Cannes de 2023. Alors, du coup, dans les commentaires, il y a une personne qui a répondu 1. Ça sert à rien de citer le prix TTC. La TVA est remboursée. 2. C'est pour 2 semaines quand même. 3. Combien de personnes dans l'équipe? On lui a répondu 6 personnes visiblement, donc à peu près 1200 € par nuit par personne pendant 2 semaines. Hors taxe, il faut les pendre. Alors les mecs, moi ça me choque qu'on puisse payer une chambre d'hôtel 1200 €. Le SMIC, carrément le SMIC, pratiquement le SMIC pour une nuit. C'est payé avec l'argent public. France Télévisions. D'accord? Et ensuite, on va sur le compte de John Delorraine avec Aurore Berger qui répond aux critiques sur sa présence à Cannes. Elle dit qu'elle était invitée par le festival. Déjà là, elle se met un peu dans la merde, vous allez voir. Elle estime être d'autant plus attaquée car elle est une femme. Invitée pour le film L'Abandon sur Samuel Paty, elle n'a en revanche pas... Elle n'a pas quoi? Pas évoqué la polémique autour du streamer ayant attaqué le film. L'année dernière, vous êtes allé à Cannes, au festival. On vous a vu monter les marches en robe de soirée. Ça vous a valu beaucoup de critiques. Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas? Est-ce que c'est la place d'une ministre, comme certains vous l'ont reproché? À partir du moment où je suis invitée par la présidente du festival de Cannes, qui plus est, pour voir... Voilà.
Elle a été invitée par la présidente du Festival de Cannes. Il faut quand même préciser que le Festival de Cannes, c'est un événement qui est financé de moitié par l'État. Donc, par Bibi, par vous aussi, quand on paye les impôts. C'est réel, regardez. Donc j'ai demandé, le Festival de Cannes est-il financé de moitié par l'argent public? Oui, dans les grandes lignes, cette affirmation est correcte. Le budget du Festival de Cannes est traditionnellement financé environ 50% par des fonds publics et environ 50% par des financements privés. L'organisation du Festival de Cannes elle-même le présente ainsi. Donc il dit quoi? Les fonds publics proviennent notamment de l'État français via le ministère de la Culture, la ville de Cannes, la région, le département des Alpes-Maritimes. Ensuite, c'est l'autre moitié vient des sponsors, TV, droits TV, recettes liées aux activités du festival, etc., etc. Donc, son séjour à Cannes a été payé de moitié par nous, les amis. C'est comme avec France TV, la même chose. En fait, quand on regarde le Festival de Cannes, il faut se dire que ces gens-là se mettent bien grâce à nous. C'est réel, ça. C'est une dinguerie. Du coup, on enchaîne avec RTL France. C'est avec Flavie Flament. Donc, elle a dit « Je n'ai jamais eu de relation S consentie avec Patrick Bruel. » Parce que oui, on avait vu sur TBT9 avec Hanouna et comment elle s'appelle, je sais plus, bref, qui est en train de le défendre, qui disait comme quoi elle était comme une sex friends avec Patrick Bruel. C'est ce qu'ils avaient dit. Flavie Flament et Patrick Bruel ont eu des relations sexuelles et qu'ils étaient à un moment sex friends. Et regardez ce qu'elle dit. Patrick Bruel conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés et s'agissant de vous, il conteste formellement votre version. Cette histoire est fausse, a-t-il écrit sur Instagram. Cette relation ne fut ni violente, ni contrainte, ni sournoise. Il n'y a eu ni viol, ni drogue. Je ne l'ai jamais maltraité, ni abandonné devant un hôtel sordide. Ça, c'est parce que vous avez dit qu'il vous avait laissé devant un hôtel. Absolument. À la gare Saint-Lazare. Lui dit qu'il vous a ramené à la gare pour que vous preniez votre train pour rentrer chez vous en Normandie. Son avocat Christophe Ingrin a parlé d'une relation parfaitement consentie, disant que vous étiez probablement ce qu'on appelle des sex friends, autrement dit des amants qui se fréquentaient de temps en temps. Vous imaginez, en fait, pour une victime mineure, de s'entendre dire qu'elle était consentante au mal qu'on lui a fait, au drame qu'elle a subi, qui a piétiné et ravagé son adolescence. Ces allégations, cette diffamation, elle est absolument épouvantable. Mais en fait, c'est extraordinaire. Vous aurez remarqué aussi qu'à partir du moment où j'ai porté plainte, on a eu une variation, en fait, des faits qui est fabuleuse dans cette version. C'est-à-dire que on est parti d'une relation épisodique, selon Patrick Bruel, à finalement une relation consentie, une relation qui a duré des années. Ça a été une relation épisodique, vous l'avez revue après ça? Mais je ne l'ai revue que dans le cadre de mes émissions de télévision. Je n'ai jamais eu les coordonnées de Patrick Bruel sur mon répertoire. Vous n'avez jamais eu de relation sexuelle consciente avec lui? Mais Thomas, si je porte plainte aujourd'hui pour viol, c'est que vous imaginez bien que je suis consciente de ce que je fais. Je n'ai jamais eu de relation sexuelle consentie avec Patrick Bruel. Je l'ai vu une fois quand j'avais 16 ans dans cet appartement et je ne l'ai revu après que dans mes émissions de télévision. Je voudrais quand même préciser, parce que c'est hyper important, que depuis une semaine, la diffamation varie. Les arguments de la défense, si je puis dire les choses ainsi, varient. On parle d'une relation épisodique, ça devient une relation sur des années. On dit qu'on s'est croisés pendant des vacances et puis après on nous dit qu'on est parti passer nos vacances ensemble tous les ans. En tout cas, j'espère que si ça s'avère vrai, Hanouna et toute la clique, ils vont s'excuser. Quand même, c'est un minimum. À préciser quelque chose, c'est qu'il y a une fébrilité, en fait, avec toutes ces versions. Toutes ces versions de l'histoire ne font que dénoter une fébrilité. Quand on détient la vérité, Thomas, quand on détient la vérité, on ne change jamais de version et on ne va jamais dans la surenchère. Jamais, jamais, jamais. Vous employez un mot qui est un terme juridique, diffamation. Ça veut dire que vous allez porter plainte? Ça veut dire qu'on est en train d'étudier, effectivement, avec mes avocates, Corinne Herman et Sonia Camoun, la possibilité d'actionner des leviers judiciaires. Mais ce qui se passe aujourd'hui, encore une fois, c'est l'illustration de ce qui se passe dans toutes les familles et toutes les institutions. Lorsqu'une victime porte plainte, on fait tout pour la faire taire et pour la décrédibiliser. Alors, il y a une personne qui répond en disant « Je me souviendrai toujours quand Bruel l'avait tutoyé dans une émission. J'ai trouvé ça très gênant et curieux. J'étais jeune et cela m'avait choqué, mais je n'avais pas d'explication. » C'est vrai. Et une personne lui répond avec la séquence. Attendez, c'était là. Qui est intitulée Entre deux. Alors justement à propos de ce que vous disiez. Mais qu'est-ce qui te prend de vous voyez comme ça? Mais je vais te dire tu finalement, c'est plus sympa. C'était une bonne idée. Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Qu'est-ce qu'on attend pour se tutoyer finalement? Qu'est-ce qu'on attend? Il y a plein de gens qui disent « Ouais, regardez comment ils se parlent. On voit très bien que c'est des sex friends. » J'ai pas l'impression parce que lui, regardez son visage. Lui, c'est comme ça. Et regardez elle. À aucun moment, elle est fermée, les mecs. Son visage est fermé de zinzin. Quand elle lui dit oui, on devrait se tutoyer, toi. Il est fermé. Elle a pas l'air de rigoler, les mecs. En tout cas, moi, je le vois pas. Du coup, on enchaîne avec Marine Le Pen sur BFM, sur l'affaire de Patrick Bruel. Elle dit « Il a le droit de donner des concerts, mais personne n'est obligé d'aller le voir. » Patrick Bruel peut encore donner des concerts. Comme ça, il peut donner des concerts, mais personne n'est obligé d'aller les voir. Vous iriez pas?
Ah non, moi j'irais pas. De toute façon, j'y serais pas allé, même si. Vous y seriez pas allé parce que. Non, parce que j'aime pas. Pardon, j'ai encore le droit ou. Non, mais c'est. Donc vous, s'il aime pas non plus, vous me direz donc en fait quelque chose quelque part. c'est voilà. Est-ce qu'il faut aller plus loin, c'est-à-dire pas juste dire il a le droit d'y aller, mais les gens sont pas obligés d'y aller, ou est-ce qu'il faut, comme un certain nombre de maires, s'engager à lui demander vraiment de renoncer? Mais le problème c'est qu'on peut pas, parce que si on fait ça, on rompt avec l'état de droit. Vous voyez, moi je suis avocat, je sais que ça peut déplaire à certains, mais il y a un principe fondamental dans le droit, c'est la présomption d'innocence. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas définitivement condamné, vous êtes présumé innocent. Ça n'empêche pas que chacun peut avoir sa conscience personnelle, son intime conviction sur les faits de la cause. Mais en l'espèce, si vous voulez, faire cela, ça veut dire et c'est lui ou pour les autres d'ailleurs, ou pour quiconque d'autre, c'est condamner quelqu'un à la mort professionnelle ou à la mort sociale avant que la justice se soit prononcée. Alors là, les amis, je suis complètement d'accord avec elle. Pour l'instant, il est innocent. Donc il peut continuer ses concerts là, mais par contre, il devrait être entendu par la police. Ça, c'est la vérité. Il y a une personne qui a répondu, en revanche, pour Dieudonné, c'est littéralement une mise à mort, alors qu'il n'a jamais agressé personne, société corrompue. Et on enchaîne avec RTL, et là ça parle de Ruffin et sa BD. Alors les mecs, il y a une polémique autour de la BD de Ruffin. Il a fait une BD, et à un moment, il y a une scène qui se passe dans un train avec une femme noire, un homme qui a l'air clairement d'être un maghrébin, tu vois, et il raconte comme quoi il est venu, il a démêlé l'histoire, voilà, tout ça. Il est venu en sauveur, tu vois. Et en fait, quand on a la vraie histoire du gars qui n'est même pas maghrébin, ben c'est pas du tout la même chose, hein, les amis. C'est pas du tout la même chose. Donc là, c'est marqué RTL France, des stéréotypes racistes et néocoloniaux, comment la BD de François Ruffin encombre sa campagne présidentielle. Et du coup, quand on va sur le tweet de Gloupatate, il y a Ruffin qui réagit en disant « Les gens qui sont dans cette BD, ils l'ont reçue comme une fierté et ils demandent que je la dédicace à leurs enfants ou à leurs petits-enfants parce qu'ils considèrent que ça va faire partie de leur héritage. » Et il rajoute en disant « Qu'en pense Félix ?» Vous allez voir qui est Félix. C'est d'abord parce que la politique, ça peut être quelque chose de sale, de laid, de décourageant, et que moi, personnellement, j'ai besoin de mettre de la beauté, de l'humanité dans ma vie, et j'espère dans les gens que je rencontre aussi. Et ce que je vois, c'est que les gens qui sont dedans, qui sont auxiliaires de vie, qui sont caristes, ils l'ont reçu comme une fierté, et ils demandent pour faire une dédicace, que la dédicace soit faite à leurs enfants ou à leurs petits-enfants, parce qu'ils considèrent que ça va faire partie de leur héritage. Et du coup, qui est Félix? C'est lui, le pseudo maghrébin, qui n'est pas du tout maghrébin, il a juste une barbe, hein, tout simplement. Écoutez-le. Je m'appelle Félix, et je suis l'arabe dans la bande dessinée de François Ruffin. Le 13 juin 2024, je rentre de Creil, je prends le train, François Ruffin est dans le train, il se passe quelque chose, il a donné sa version dans la bande dessinée qu'il a sortie, moi je vais vous donner la mienne. Dans ce train, il y a une équipe de la SNCF qui monte, la SNCF Sûreté, je crois, quelque chose comme ça, et qui interpelle une dame parce qu'elle a un billet en fait, où il y a marqué une gare qui n'est pas la bonne, une gare de départ. Donc il l'interpelle de manière musclée, il s'adresse à elle de manière musclée en la tutoyant, il se trouve qu'elle est noire, elle est étrangère, elle est anglaise, donc elle comprend pas très bien ce qui se passe, et ils sont vraiment pas polis avec elle. Je suis juste à côté, et j'accepte pas qu'ils lui parlent comme ça, donc j'interviens, je leur parle, et ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien, le ton monte, et le train repart pas. Clairement, ils sont 4, voire 5 autour de cette dame-là. Je sais pas s'il y a quelque chose de raciste derrière, mais en tout cas, c'est vraiment pas correct. Et donc, le ton monte, ça chauffe un peu, surtout que c'est pour des histoires de quelques euros. Comme le train repart pas, François Ruffin, qui était dans le train, personne ne le savait, apparaît pour demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi on repart pas. Lui, il est pressé, clairement, il a un truc à faire. On lui explique l'affaire, et là, il dit, bon, attendez, moi, je vais payer. Sauf qu'au moment de taper son code, en fait, il s'en souvient plus. Il se souvient plus de son code. Et donc, en fait, le problème n'est pas réglé. Et donc, j'interviens en disant, bah, ok, moi, je vais payer. Il me dit, non, mais non. Il me dit, si, bah, on avance, je vais payer. Ça, c'est pas raconté dans la bande dessinée, et il propose de me faire un chèque pour me rembourser ensuite, ce que j'accepte. Donc il me fait un chèque, et ça, voilà, j'ai le chèque encore de François Ruffin, que j'ai encaissé d'ailleurs. Et encore une fois, ça c'est pas raconté dans la bande dessinée, parce que dans la bande dessinée, je passe pour juste le mec qui m'énerve, qui ensuite le remercie d'être intervenu. Alors c'est jamais de la vie, je l'ai remercié d'être intervenu. En fait, au moment où donc on paye l'amende, donc je paye l'amende au final, mais dans la bande dessinée, on a l'impression que c'est lui qui règle la situation. Alors il est intervenu, mais pas du tout face à une situation qui pouvait le choquer, mais en fait parce qu'il a envie de repartir. On a l'impression dans la bande dessinée que c'est un arabe qui intervient pour défendre une noire. Les contrôleurs ou les policiers, je ne sais même pas si c'était des forces de l'ordre ou pas, donc disent à la dame, voilà, on a payé pour vous, et le reçu du ticket de l'amende, il lui balance dessus. Mais vraiment, il lui lance dessus, comme si c'était un chien. Donc là, moi, je me lève, François Ruffin est là, moi, je me lève, et je dis, non, mais comment ça se fait que vous agissez comme ça? Je les interpelle à nouveau. Et là, le ton monte encore, et ils se mettent à me dire, qu'est-ce que vous avez, monsieur? Ils disent, voilà, on va vous interpeller, etc. Je m'étais juste levé pour contester, en fait, cette manière de faire. En fait, c'est juste une situation de racisme ordinaire, visiblement, ou en tout cas d'abus d'autorité ordinaire, et une révolte d'un passager. Et là-dedans, en plus,
dans la bande dessinée, à la fin, je m'excuse et je dis à monsieur Ruffin, pardon, je me suis énervé, merci d'être intervenu, sinon on aurait terminé au poste. Pas du tout, il n'y a pas eu d'excuses, et il n'y a pas eu de menace d'être au poste, j'ai pas eu peur d'être emmené au poste, quoi que ce soit. On a fait ce qu'on avait à faire. Moi, j'ai lu la polémique autour de ce passage dans la bande dessinée, et il y a une chose qui est soulevée, c'est qu'à la fin, j'ai une attitude de soumission, où je suis dans la bande dessinée, je suis dessiné comme ça, un peu plié devant lui, comme si, voilà, le bon blanc politique qui règle le problème. Alors déjà, une chose, c'est que ça n'a pas existé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu ce côté merci d'être là, en fait. On n'avait pas besoin de lui, en fait. Il voulait que ça aille vite, il a proposé une solution, il a participé à la solution, mais en fait, on était en train de régler le problème. Et la femme qui était interpellée, elle n'était pas en train de s'énerver outre mesure. Elle comprenait pas. C'est pas sa langue. Elle galérait à comprendre le français. Donc il y avait une explication qui est nécessaire, ce que les contrôleurs n'étaient pas capables de faire. Il n'y a pas de position de bons politiques qui règlent le problème et de gens lambda, de citoyens qui savent pas faire. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Ouais, c'est pas les Arabes, les Noirs contre la police blanche, ce qui est montré dans la bande dessinée, en fait. C'est pas du tout le cas, puisque je ne suis pas arabe. Je suis blanc, je suis né en France, mes parents sont nés en France, je suis un Français de souche, en fait. J'ai une barbe, c'est tout. La question que je me pose, c'est pourquoi ils me représentent comme ça? Quel est l'intérêt de me représenter comme ça, et quelle est la visée derrière? Et c'est pour ça que ça m'intéressait de témoigner. Quel est l'intérêt pour cet homme politique-là, et pour les politiques en général, de déformer la réalité? Elle est claire, la déformation. Vous avez qu'à regarder la bande dessinée, à regarder ma tête, et la version que je donne est sa version. Dans une version, c'est le héros blanc qui intervient pour régler un conflit entre des policiers blancs et des racisés, un arabe et une noire. Dans ma version, c'est un Français qui aide une dame noire, effectivement, qui ne parle pas bien français, face à un abus d'autorité, et un politique qui se trouve être là et qui essaye de mettre son grain de sel dedans. Et comme on est en 2026, devinez quoi? On a la vidéo. Donc c'est marqué, on a la vidéo de l'incident du train de la BD de Ruffin, mort de rire. Il y a tellement de rebondissements dans cette histoire, c'est incroyable. Franchement, 2026. Par contre, je vous mets pas tout parce que ça dure pratiquement 3 minutes. C'est une histoire de principe. C'est vous qui les erreurs et de repenser. Madame, le train est bloqué à cause de vous. Qu'est-ce que vous faites? Je paye pour elle. On va pas attendre une heure. Quelqu'un veut payer pour vous. Je paye. C'est pas la peine de dire madame, elle va être en règle. Je paye, je vois. Ça vous dérange pas que le train est bloqué là? Vous lui avez jeté le ticket par terre. Ça n'a même pas de sens. Ils sont rudes depuis le début, c'est pas comme ça. Du coup, on passe sur le compte de Paul Aveline qui a tweeté « Paris Match a discrètement modifié son titre sur l'assistant parlementaire de Charles Alonc, passé de compagne hier soir à ami aujourd'hui. » Regardez, donc ça c'était avant et après. Pourquoi ? Cory Le Gouen le dit. Bonjour Yann Pivet, selon Paris Match, Charles Alonc serait en couple avec sa collaboratrice parlementaire, ce qui est interdit depuis le vote de la loi dite confiance dans la vie politique. Article 40 est-il prévu ? Il y a une personne qui a répondu « Je hais sincèrement Charles Alonc, mais cette loi est absurde, je n'en comprends vraiment pas l'intérêt. » On lui a répondu, attendez, tout simplement pour lutter contre les emplois fictifs, Madame Fillon a perçu plus de 800 cas frauduleusement. Bref, on enchaîne avec Cogito Ergo Sum. Il y a une archive à l'intérieur, j'adore les archives, vous savez. Du coup, c'est marqué, peut-on qualifier Golnadel de sale con raciste et fasciste ou c'est réprimé par la loi? Vous n'avez pas le droit de traiter les gens de fascistes. Même dans un pays libre, avec de la liberté d'expression, vous n'avez pas le droit de traiter les gens de fascistes. C'est réprimé par la loi, d'accord? Quand vous Voilà, ça c'est ce qu'il avait dit. Et regardez ce qu'il avait dit encore avant ça. Entendez les antifas là, tels qu'on vient de les entendre. Je sais qu'il s'agit de nervis d'extrême gauche, qui sont ce que c'est le thème de mon livre, qui sont les nouveaux fachos. Je dis que les fachos ont changé de côté. Si on prend cette définition du fascisme, ce sont eux. Je dis les fachos ont changé de côté, ça voudrait dire que le fascisme est à droite, ce qui est loin d'être évident. Qui sont ces nouveaux fachos alors d'extrême gauche? C'est plutôt l'extrême gauche, les antifas font la loi. À Marseille, comme ailleurs, ils ont emmerdé Zemmour. Le fascisme a changé de camp. Vous pensez que c'est l'extrême gauche qui est fasciste aujourd'hui ? Vous n'avez pas le droit de traiter les gens de fascistes. C'est réprimé par la loi. Voilà. En fait, c'est quand les autres l'emploient. C'est ça le truc. Bref, du coup, on enchaîne avec les spectateurs. Et là, c'est marqué, des Israéliens regardent sur un grand écran des images documentant les destructions de villages du sud du Liban accueillis par des acclamations. Dernièrement, on a vu une séquence avec Ben Gvir qui a fait polémique et maintenant ça. Franchement, la communication en ce moment avec Israël, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça.
Bref, du coup, on enchaîne avec Marcel. C'est marqué, on peut se demander si le ministre Ben Gvir n'est pas un agent de Jean-Pierre Mélenchon. D'abord, un mot sur ce qui s'est passé en Israël et ces images d'Itamar Ben Gvir, le ministre de la Sécurité nationale, qui a publié une vidéo de lui, le mettant en scène devant plusieurs dizaines de militants de la flottille pour Gaza, agenouillés, mains attachées. Il a provoqué un tollé international et même Benjamin Netanyahou s'est démarqué de lui en disant que ce n'était pas conforme aux valeurs d'Israël. Pour vous, est-ce que c'est une étape importante dans la dégradation de l'image israélienne ? Ce sont des images terribles. Si on voulait renforcer le LFI et ses équivalents dans le monde, on n'agirait pas autrement. On peut se demander, quand on regarde ces images, si le ministre Ben Gvir n'est pas un agent de Jean-Pierre Mélenchon. Donc, à l'écouter, il y aurait de l'ingérence LFI en Israël. En fait, quand tu pointes du doigt des gens qui se comportent comme des nazis, je dis pas que ce sont des nazis, parce que sinon demain à 6h, ça va toquer, mais quand tu pointes du doigt des gens qui se comportent comme des nazis, c'est taxé de antisémites, mais eux, quand ils les pointent du doigt, c'est pour dire qu'en fait, ils font ça parce qu'il y a de l'ingérence LFI chez eux. Une folie. Du coup, on termine avec Marine Le Pen, avec BFM, c'est marqué « La France doit condamner ce type de comportement ». Vous avez vu sans doute les images qui ont été diffusées par le ministre de la Sécurité intérieure israélien, où on voit des militants d'une flottille pro-palestinienne qui ont été menottés à genoux, plaqués au sol, la tête baissée. L'ambassadeur d'Israël en France a été convoqué officiellement par le Quai d'Orsay, même si lui-même, comme Benjamin Netanyahou, condamne les agirs de leur ministre de la Sécurité intérieure. Quelle est la position que doit avoir la France ? Je crois que la France doit condamner ce type de comportement. Ce comportement est inadmissible. Voilà, c'est inadmissible et je pense que le gouvernement israélien l'a lui-même admis. Voilà. Il faut espérer maintenant qu'il en tire les conséquences. Il y a 37 Français parmi ces militants qui ont été arrêtés en Israël. Oui, mais je pense que la France a bien fait d'exprimer sa très vive réprobation de ce type d'agissement. Et que disent les Français dans les commentaires? Ce que l'on a vu de Ben Gvir, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et vous le savez, ce qu'il y a derrière, c'est bien pire. C'est ça que vous voulez pour la France, ça n'ose même pas développer. C'est la même que Benjamin Netanyahou. Elle feint de critiquer ses maîtres. La France, championne du monde de la condamnation. C'est bien la première fois que je vois Gaza et Le Pen dans le même texte. Bref, donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie, la bonne humeur, sans insulte. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Et pour ceux qui sont sur téléphone, merci de booster cette vidéo. J'ai assez parlé, pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.